La voix de mon frère Marc, dégoulinant de pitié théâtrale, résonna dans la salle d'audience silencieuse. Pas d'avantage, pas de droit, c'est une fausse vétérane. Il se moqua, jouant pour le public de notre famille endeuillée. Je restais parfaitement immobile, les mains croisées sur la table devant moi, refusant de lui donner la satisfaction d'une réaction. Je regardais simplement mon avocat, David, un homme de peu de mots mais d'une précision immense. Se lever sans un bruit, il n'argumenta pas ni n'objecta, il remit simplement une unique enveloppe manille, scellée à l'huissier, qu'il apporta au banc du juge. Le juge, un homme qui avait vu tous les drames familiaux imaginables, brisa le seau de cire rouge inconnu avec une pointe d'agacement. Son expression changea instantanément. Il en sortit une seule feuille de papier, et alors que ses yeux parcouraient le texte, son masque professionnel ne se fissura pas simplement, il vola en éclats. Le sang se retira de son visage, remplacé par un air de choc profond qui se durcit rapidement en alarme. Son regard remonta vivement, passant devant les avocats, devant ma famille stupéfaite, et se fixa sur les deux officiers de justice armés, postés près des lourdes portes en chêne. Sa voix, quand elle sortit, fut un ordre tendu et urgent qui trancha le silence. « Officier, bouchez cette salle. » Immédiatement, le bruit des verrous qui s'enclenchaient fut un coup sourd assourdissant qui nous enferma. Le rictus confiant de Marc se dissipa en un masque de pure peur incompréhensive. Ce clic final et terrifiant fut le résultat d'une décision que j'avais prise 2 mois plus tôt. Debout dans une pièce bondée emplie de l'odeur des lits et d'un chagrin discret, c'était le jour de la réception funéraire de mon père, et je regardais mon frère Marc, l'étoile brillante de la famille, dont le succès était assez bruyant pour étouffer celui de quiconque, tenir sa cour. Il acceptait les condoléances d'une main tout en consultant son téléphone de l'autre. Je me tenais seule, un fantôme à mes propres obsèques paternelles. Un ami respecté de la famille, un colonel de l'armée à la retraite, se fraya un chemin vers moi, les yeux emplis d'une sympathie sincère. Avant qu'il ne puisse dire plus de quelques mots, Marc apparut, passant un bras lourd sur mon épaule. Il adressa un gloussement dédaigneux au colonel. « Ne faites pas attention à ma sœur, dit-il, sa voix lisse de condescendance. Elle a un de ces emplois gouvernementaux où on suit les agrafes. Nous étions tous si fiers quand elle a dit qu'elle servait. Mais je pense que la chose la plus dangereuse qu'elle ait jamais faite est de se faire une coupure de papier. » Les yeux du colonel vacillèrent vers moi. Une question en eux, mais je lui offris simplement un sourire crispé et vide. En cet instant, en regardant Marc m'effacer si facilement, quelque chose en moi finit par se glacer. Marc pensait juste raconter sa blague préférée. Il n'avait aucune idée qu'il me calomniait officiellement dans un tribunal. Pour comprendre pourquoi l'enveloppe de mon avocat contenait plus de pouvoir que mon père. Sentire state. Vous devez comprendre les 2 vies que je menais. Ma famille me voyait comme une histoire qu'ils avaient écrite eux-mêmes, un récit de déception discrète. Cela commença quand j'aurais soi-disant échoué dans un prestigieux programme de doctorat, l'histoire de couverture officielle pour quand j'ai été recrutée et ai commencé mon entraînement. Pour eux, j'avais raté mon lancement, me contentant d'un emploi sûr, ennuyeux et totalement insignifiant en tant qu'analyste des politiques à Washington. D.C. Ils avaient même un surnom pour moi, un qu'ils pensaient que je n'avais jamais entendu. Ils m'appelaient la bibliothécaire, un titre censé capturer ma médiocrité perçue, ma vie passée dans les notes de bas de page calmes et poussiéreuses de l'existence brillante et bruyante de mon frère. Cette perception n'avait jamais été plus claire qu'aux dîners familiaux, qui étaient moins sur la famille que sur la célébration de Marc. Je me souviens d'une nuit en particulier, juste 1 an avant le décès de mon père. Marc annonça qu'il avait conclu une énorme transaction immobilière commerciale et la rumeur éclata. Mon père ouvrit une bouteille de champagne que je savais ridiculement chère, et le bruit du bouchon qui sautait ressembla à un coup de pistolet de départ pour la parade d'éloges. Plus tard, pendant une rare accalmie dans la conversation, j'essayais de partager une de mes propres nouvelles. Je mentionnais doucement que j'avais reçu une commendation significative au travail. Ma mère, Carol, une femme dont tout le monde tournait autour du polissage parfait de l'ego de mon frère, me tapota simplement la main avec un sourire placide. « Oh, c'est gentil, ma chérie, » dit-elle, sa voix dégoulinant de douceur dédaigneuse. « Comme employé du MOAC, ton frère vient de sécuriser la propriété Henderson. Nous sommes si fiers. » Employé du MOAC. Les mots restèrent suspendus dans l'air, si rabaissants.
si parfaitement ciblée. Je ne vis pas le champagne dans la main de mon père. Je vis les 10 ans de l'argent est serré qui m'avaient suivi à l'université, l'ordinateur portable cassé que j'avais dû remplacer en travaillant 2 jobs. Je vis chacune de mes propres petites victoires. Une bourse, un article publié, un record personnel, passé complètement inaperçu. Tandis que chaque accomplissement mineur de Marc était accueilli par des applaudissements tonitruants, je hochais simplement la tête, une froideur familière s'installant au fond de mes entrailles. C'était mon rôle. Le public silencieux pour la vie de mon frère. J'avais appris il y a longtemps que faire une scène ne ferait qu'empirer les choses. Alors je restais silencieuse, la bonne fille, la bibliothécaire. Mais mon silence était un mensonge. Une couverture soigneusement construite pour un monde qu'ils ne pouvaient pas imaginer. Ma vraie vie se déroulait loin de leur dîner célébratoire. Dans un endroit sans fenêtre, sans champagne et sans applaudissements, elle se déroulait dans une installation d'information compartimentée sensible, ou SIF, une boîte de béton stérile où le seul son était le bourdonnement bas et constant des serveurs traitant des secrets. Je n'étais pas une analyste des politiques qui suivait les agrafes. J'étais un officier de cas clandestin pour la Defense Intelligence Agency. Mon travail n'était pas ennuyeux. C'était un poids constant et écrasant de responsabilité, où une seule erreur pouvait signifier la différence entre la vie et la mort pour des gens dont je ne connaîtrais jamais les noms. Mon gestionnaire était le général Peterson, un homme qui avait vu des empires monter et tomber, et qui n'avait pas de temps pour les bêtises. Je me souviens d'un appel avec lui cette même semaine, que le dîner, je fixais un écran de renseignement de signaux complexes, mon cœur battant un rythme stable et contrôlé dans ma poitrine. « Général », dis-je, ma voix basse et égale. L'actif codé Helios a confirmé que la clé de chiffrement est compromise. Nous devons initier l'opération Blind Harvest immédiatement. La fenêtre se ferme. Il n'y eut aucune hésitation de l'autre côté, aucune remise en question. Juste une voix calme et autoritaire qui portait le poids d'une confiance totale. « Votre appel ? Echo 7, dit-il, utilisant mon indicatif opérationnel, mon vrai nom. Exécuté. Dans ce monde, mon jugement n'était pas seulement valorisé, il était indispensable. Je n'étais pas la bibliothécaire, j'étais Echo 7. Et Echo 7 prenait des décisions qui comptaient. Mon service était un fantôme. Il n'avait aucun dossier officiel, aucune carte VA, aucune parade d'avantages que mon frère pouvait voir et mesurer. Il était conçu pour être invisible. Mon père, cependant, en avait vu des aperçus. Il ne connaissait jamais les détails, mais il savait les longues absences, les voyages soudains, le poids que je portais et que je ne pouvais jamais expliquer. Et dans son testament, il essaya, à sa manière discrète, de le reconnaître. Le document stipulait que son domaine devait être divisé équitablement, mais il avait ajouté une clause personnelle, une seule phrase qui disait « Je souhaite reconnaître le service discret et invisible de ma fille Anya à notre pays ». Cette seule phrase envoya Marc dans une rage. Ce n'était pas pour l'argent, c'était pour le récit. C'était une fissure inacceptable dans l'histoire qu'il avait si soigneusement maintenue pour nous tous. L'histoire de son succès et de mon échec. Il ne pouvait pas accepter une version de la réalité où j'avais une vie secrète et honorable qu'il ignorait. C'était une insulte à sa position de centre de l'univers familial, et donc il décida de tout brûler, contestant le testament au motif que j'avais menti, que j'avais manipulé notre père mourant avec des histoires pathétiques de valeur feinte pour voler ce qui lui revenait de droit. Il était convaincu que j'étais une fraude. Pendant une décennie, mon invisibilité avait été mon armure. Elle gardait mes opérations sécurisées et mon pays en sécurité. Mais Marc allait apprendre que le même système qui effaçait mon identité pouvait aussi la vérifier avec la force d'une boule de démolition. Il voulait un combat dans un tribunal. Alors, je décidai d'apporter tout le poids du gouvernement fédéral avec moi, après avoir reçu l'avis formel que mon frère contestait le testament. Mon premier sentiment ne fut pas la tristesse, ni même la colère. Ce fut une clarté étrange et froide. Pendant des années, j'avais traité la dysfonction de ma famille comme un problème émotionnel, quelque chose à endurer ou à naviguer avec des mots soigneusement choisis, mais le défi légal de Marc était différent. C'était une accusation formelle, déposée dans un tribunal. Il avait déplacé notre guerre privée sur un champ de bataille public, et cela changeait tout. Ce n'était plus une affaire familiale. C'était un problème de renseignement, et cela nécessitait une solution opérationnelle. J'effectuai un appel sur une ligne sécurisée à David Chen.
un ancien avocat du Jacques Cor, que mon agence gardait en retenait pour des situations comme celle-ci. Je lui expliquai l'objectif en termes précis. Nous n'allions pas engager un débat émotionnel, nous n'allions pas argumenter sur mon caractère ou essayer d'attendrir le juge. Notre objectif était de terminer l'argument avec une démonstration unique et irréfutable d'autorité, un mouvement si définitif qu'aucune question supplémentaire ne pourrait être posée. C'était une stratégie que j'avais utilisée sur le terrain des dizaines de fois, ne pas gagner le combat, redéfinir entièrement le champ de bataille. Le plan que nous développâmes fut méthodique, basé sur un protocole légal si obscur que la plupart des avocats n'en connaissent même pas l'existence. La première étape nécessitait une immense patience. Nous laisserions Marc présenter son cas. Nous avions besoin qu'il se lève au tribunal sous serment et m'accuse formellement de mentir sur mon service. Son arrogance était la patte, et nous savions qu'il le prendrait. Pendant qu'il préparait ses insultes, je préparais l'arme. Je me connectais à un portail gouvernemental sécurisé et soumis une demande formelle de lettre de vérification de service, un document qui ne vient pas du département de la Défense, mais du bureau du directeur du renseignement national lui-même. Ce n'était pas un DD 214 ou un dossier de service. C'était une directive unique et hautement classifiée, adressée à un juge-président spécifique. Elle ne dirait pas ce que je faisais, mais confirmerait que j'avais servi dans une capacité que le tribunal était légalement tenu de ne pas questionner. La dernière étape était la livraison. David tiendrait cette enveloppe scellée. Attendant le moment parfait, le document autorisait le juge à être initié à mon statut in camera, en privé, le rendant effectivement partie du système pour le seul but de la vérification. David me prévint, sa voix sombre au téléphone. C'est une bombe tactique nucléaire. Anya, une fois que nous faisons cela, Marc ne sera pas juste embarrassé. Il sera sur le radar de gens que vous ne voulez pas sur votre radar. Je n'hésitais pas. Il s'y est mis lui-même, répondis-je. Mon frère entra dans ce tribunal avec une équipe d'avocats locaux, pensant pouvoir m'intimider comme il le faisait à la table du dîner. Il n'avait aucune idée que mon conseil était un homme qui arguait autrefois des cas devant des tribunaux militaires et que notre témoin principal était un fantôme dans le système. L'air dans la salle d'audience des successions était stale, épais de chagrin fabriqué et de cupidité. Ma famille était assise au premier rang directement derrière Marc. Un mur silencieux et soutenant de conviction. Il le regardait avec une fierté non dissimulée, alors qu'il prenait place au banc des témoins, lissant le devant de son costume cher. Il regarda directement le juge, un homme que mon frère voyait clairement comme un père, et commença sa performance. Je le regardais, non avec colère, mais avec le détachement focalisé d'un opérateur. Observant une cible sur le point d'entrer dans un piège parfaitement tendu, chaque mot qu'il prononça était un mensonge que j'avais anticipé, un composant crucial de la stratégie que j'avais mise en motion. Il se pencha vers le microphone, sa voix résonnant d'une sincérité feinte. « Ma sœur, commença-t-il, en secouant la tête tristement, n'a jamais servi. Elle n'a pas de papier de démobilisation, pas de carte VA, rien. Elle a menti à notre père pour voler mon héritage. » Il fit une pause pour l'effet dramatique, laissant son accusation planer dans l'air, avant de porter le coup final et venimeux. C'est du vol de valeur, pur et simple. Les mots étaient censés me détruire, me peindre comme une menteuse et une voleuse de la manière la plus publique possible, mais tout ce que je ressentis fut une finalité calme et froide. L'appât était pris, le piège était enclenché. Alors que Marc s'asseyait, suffisant et triomphant, David se leva de sa chaise. Il bougea avec un calme délibéré qui sembla aspirer l'air de la pièce. Il s'adressa au juge, sa voix stable et formelle. « Votre honneur, nous avons un document pour la considération de la cour à examiner in camera. » Il plaça l'enveloppe manille scellée sur le bureau de l'huissier. Le juge sembla agacé, soupirant comme si c'était juste un autre retard inutile dans son calendrier. Il prit l'enveloppe et brisa le seau de cire rouge d'un flic impatient de son pouce. Je regardais son visage alors qu'il sortait la seule page de l'intérieur. Je pouvais presque voir l'entête à travers ses yeux. Le sceau officiel du bureau du directeur du renseignement national. L'agacement du juge s'évapora. Sa posture se redressa, ses yeux s'écarquillant alors qu'il parcourait la page. L'ennui casual fut remplacé par une tension rigide et alerte. La couleur se retira de son visage, laissant derrière un masque pâle de choc et d'autre chose, quelque chose qui ressemblait à de la peur. Le changement fut si soudain, chez Absolo, que toute la salle tomba dans le silence. Il leva les yeux,
son regard balayant au-delà de moi, au-delà de David, et se posant sur les deux officiers armés à l'arrière de la salle. Sa voix, quand elle vint, n'était plus le drone d'un bureaucrate ennuyé. Elle était tranchante, tendue, et emplie d'une urgence qui commandait une obéissance absolue. Officier, bouchez cette salle. Immédiatement, les lourdes portes en chêne claquèrent avec un tude assourdissant qui fit sursauter ma mère. Le bruit des verrous qui glissaient résonna comme un coup de feu. Le juge pointa un doigt tremblant vers le greffier. « Vous êtes hors du procès-verbal, maintenant. » Il fixa ensuite son regard sur mon frère, qui était encore figé au banc des témoins, son sourire confiant s'étant fondu en une expression bouche bée de confusion. La voix du juge fut basse, coupante et dépourvue de toutes les politesses judiciaires. « M. Jensen, commença-t-il, vous êtes un civil qui, dans un témoignage sous serment, a fait des allégations spécifiques concernant le statut de service d'un employé du gouvernement américain. Le document que je tiens confirme que le service de votre sœur est une question de sécurité nationale. » Il laissa les mots planer dans le silence suffocant, chacun tombant comme un coup de marteau. Le visage de Marc passa de confus à terrifié. « Vos accusations sans fondement dans un dossier de cour fédérale, » continua le juge, sa voix se transformant en glace, pourrait constituer une tentative d'exposer publiquement un opérateur gouvernemental protégé. Vous devez rester silencieux. Un marshal américain prendra votre déclaration après que nous ayons conclu. Cette affaire familiale est maintenant une affaire fédérale. Il se tourna ensuite vers moi, et pour la première fois, il me vit. Son expression s'adoucit avec un respect profond, profond et presque craintif. « Madame, dit-il, l'honneur maintenant sonnant utterly sincère. Mes excuses les plus profondes pour cela. Nous ajournerons dans mes chambres pour finaliser l'exécution du testament de votre père. » Mon frère ne bougea pas. Son visage était cendreux. Une statue d'incrédulité. Derrière lui, ma mère semblait sur le point de s'évanouir. Tout leur monde, celui qu'ils avaient construit si soigneusement autour de leur propre importance, avait été démantelé publiquement et irrévocablement, non par un argument, mais par un pouvoir qu'ils ne pouvaient même pas commencer à comprendre. Je ne les regardais pas, je donnais simplement au juge un lent hochement délibéré et me levais pour le suivre. Laissant ma famille utterly seule dans la salle scellée et silencieuse, Marc m'avait toujours accusé de vivre dans un monde fantastique. À la fin, il fallut une salle d'audience verrouillée et la menace d'une accusation fédérale pour qu'il réalise que mon monde était plus réel que le sien. Dans les chambres du juge, la validation finale du testament de mon père fut une affaire calme et anticlimactique. Le langage légal était sec, les signatures rapides. La vraie conclusion se produisit quelques minutes plus tard, dehors sur les marches du tribunal. Alors que David et moi émergions dans l'air frais de l'après-midi, je les vis. Deux marshals américains au visage de pierre escortèrent mon frère Marc vers une voiture noire banalisée, garée le long du trottoir. Son costume cher était froissé, son visage d'une pâleur fantomatique. Pendant un moment, nos yeux se rencontrèrent à travers le pavé. Les siens étaient écarquillés d'une terreur si profonde qu'elle semblait le vider. Et en dessous, il y avait un plaidoyer désespéré et enfantin. Il cherchait sa sœur, celle qui était censée arranger les choses. Je soutins son regard, mon expression illisible. Je ne ressentis rien, ni triomphe, ni pitié, ni même le fantôme de la colère. C'était comme regarder un étranger dont j'avais autrefois lu l'histoire, mais dont je ne me rappelais plus la fin. La connexion étirée mince sur une vie de rejet et de mépris avait enfin rompu. Je donnais un léger tour presque imperceptible de la tête et m'éloignais sans regarder en arrière. Le clic discret de mes talons sur le pavé fut le seul son qui comptait. La guerre était finie, 6 mois plus tard. Je me tenais dans une pièce, loin de tout tribunal, un lieu de quiétude profonde et solennelle, connu sous le nom de Hall of Valor au quartier général de la D. C'était une cérémonie interne de remise de prix, un rassemblement classifié de gens qui, comme moi, vivaient des vies dans l'ombre. Le général Peterson se tenait devant moi, le même homme dont la voix calme m'avait guidé à travers des opérations à haut risque. Dans sa main était le Defense Intelligence Director's Award, une médaille que je ne pourrais jamais afficher pour une mission dont le nom ne pourrait jamais être prononcé à voix haute. Il l'épingla à mon uniforme, ses yeux transmettant un respect que ma propre famille n'avait jamais été capable de montrer. La citation officielle était intentionnellement vague, félicitant mon équipe pour la conclusion réussie de l'opération Blind Harvest.
Des mots qui ne signifiaient rien pour le monde extérieur, mais tout pour les gens dans cette pièce. C'était ma vraie validation. Pas le chèque d'héritage qui reposait maintenant dans un compte d'épargne à haut rendement, mais cette reconnaissance de mes pairs. Après la cérémonie, mon équipe m'entoura. Il n'y eut pas de félicitations bruyantes, pas de tapes dans le dos performatives, comme celles dont mon frère raffolait. Au lieu de cela, il y eut des poignées de main calmes, des hochements de tête complices et des regards partagés qui disaient bien plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Ces gens étaient ma vraie famille, une fraternité forgée non par le sang, mais par des secrets partagés, une confiance mutuelle et une compréhension profonde des sacrifices silencieux que nous faisions tous. Ici, je n'étais pas invisible, j'étais Écossette. J'étais vue. Plus tard cette semaine-là, j'étais à mon bureau, analysant des images satellites pour une opération à venir. Quand mon téléphone vibra d'un texto d'un numéro inconnu, mon doigt plana au-dessus de la notification. Je savais qui c'était avant même de l'ouvrir. C'était ma mère. Le message était exactement ce à quoi je m'attendais. Un plaidoyer frénétique et désespéré, teinté d'une vie d'attente entitled. Anya, lisait-il, les frais légaux de Marc Vidantou. Il fait face à des accusations. S'il te plaît, tu dois faire quelque chose. Peux-tu passer un appel? Peux-tu leur dire que c'était juste un malentendu? Je lus les mots une fois, puis une seconde. Je pensais que je ressentirais une étincelle de l'ancienne colère, un flash de ressentiment. Mais il n'y avait rien, il n'y avait qu'un vaste calme silencieux en moi. Le message n'était pas juste pour Marc. C'était une tentative désespérée de me ramener dans leur drame, de me forcer à reprendre le rôle de la fille invisible censée absorber leur chaos. C'était une invitation à sacrifier la paix que j'avais lutté si dur à construire pour moi-même. Je regardais ces mots, puis je regardais la carte des opérations globales, brillant sur l'écran devant moi, ma vraie vie, mon vrai travail. Le choix n'avait jamais été plus clair. D'une main calme et stable, je supprimais l'intégralité de la conversation et bloquais le numéro. Mon travail était ma priorité, ma paix était la mienne. Ma famille croyait qu'un legs était un nom sur un bâtiment ou un numéro de compte. Dans un testament, j'appris qu'un vrai legs est un nom murmuré avec respect dans des pièces où le sort du monde est décidé. Si vous avez déjà dû prouver votre valeur contre un mur de doute, partagez votre histoire ci-dessous. Dans cette communauté, votre service discret est toujours vu.